Aujourd'hui, à l'occasion des Dharmas d'hiver, des 24e Dharmas d'hiver, donc à vous tous, maîtres spirituels, moines de la communauté monastique, ainsi que tous les amis qui suivent ce programme, à vous tous, je vous adresse tous mes souhaits de bon augure. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la manifestation de Dusum Khenpa comme Sambhogakaya, ou on dit aussi de son passage en parinirvana. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur Dusum Khenpa, vous en savez beaucoup. Il fut le fondateur de la tradition des enseignements Karma Kagyu. Il a été aussi le premier des Gyalwang Karmapa, ou le premier à porter la coiffe noire. À ce sujet, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Ensuite, de façon générale, dans les grandes lignes, ou pour parler de sa grandeur en bref, lorsqu'il a la vingtaine, il est parti dans la région centrale du Tibet. La raison est expliquée dans un chant du Karmapa Mikyo Dorje. Attiré de façon irrésistible par la notoriété du seigneur Chapa, il quitta le Kham et l'Amdo et vint dans la région centrale. À cette époque, il y avait un célèbre maître nommé Chapa Chuki Sengye, et ainsi captivé, Dusum Khenpa se rendit dans la région centrale du Tibet. Là-bas, non seulement il étudia avec Chuki Sengye, il a aussi étudié avec le célèbre maître Kadampa Shangsharawa, ainsi que le très renommé, aussi bien au Tibet qu'en Inde, qu'est Palchen Galo. Il a aussi étudié auprès de beaucoup d'autres lamas renommés et pleinement qualifiés. Et ainsi, il a étudié les enseignements Kadampa, le Dzogchen, l'Amje, les 6 yogas de Kalachakra, le Mahamudra et bien d'autres instructions des différentes lignées du Dharma. Et ainsi, Dusum Khenpa voyagea 2 fois dans la région centrale du Tibet. La première fois, il passa plus d'une dizaine d'années à étudier et à réfléchir, et la deuxième fois, il passa plus de 12 ans à pratiquer la méditation. En ce sens, il a donné un exemple authentique de comment pratiquer l'écoute, la réflexion et la méditation, comme cela est notamment décrit dans le Trésor de l'Abhidharma. Demeurant dans la conduite éthique, doté de l'écoute et de la réflexion, complètement entraîné à la méditation. C'est une qualité particulière de son exemplarité pour nous. En particulier, auprès de Gampopa, Rechungpa, Linkawa, Digongjepa, Chamlinchi, Linki, Donme, Tsemo, Nanka, Salton et les 2 frères Getsul. Il a reçu de 7 disciples directs de Milarepa, instruction complète sans erreur. Et en raison de cela, on peut tout à fait dire que à son époque, il n'y a pas eu d'autre lama qui ait rencontré plus de disciples directs de Milarepa que lui-même. En particulier, Dusum Khenpa passa 6 ans auprès de Gampopa et devint un des 4 grands-fils détenant la lignée de Gampopa. Et aussi, Gampopa lui a prophétisé en lui disant « Accomplis tes pratiques à Kampo Gangja dans le Kham. Ton activité pour les biens des êtres se développera dans la région centrale ainsi que dans le Tsang et la région du Kham. » Et comme Gampopa avait prophétisé, Dusum Khenpa se rendit dans la région centrale du Tibet, à Kamponenang pour pratiquer, et par la suite, il s'est rendu au Kham et il a fondé
Kamponenan, Kamarjilin, la grotte Dopang et Kamkin dans la région de Tché, etc. Et lorsqu'il se rendit dans la région centrale du Tibet pour la deuxième fois, le maître Jigung Jigten Sungön l'invita à prendre le siège du monastère d'Arla Gampo. Et donc, en lisant la requête qu'a écrit Jigung Jigten Sungön, on peut lire: ceux qui détiennent la précieuse lignée d'Arpo vous supplient, vénérable maître du monastère d'Arla Gampo, revenez dans votre foyer. Et donc en voyant comment Jigung Jigten Sungön a écrit cette requête, on peut deviner la profondeur du respect et les qualités de Dusum Khenpa. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grandeur et l'activité de Dusum Khenpa, mais en raison du peu de temps que l'on a, aujourd'hui on va juste dire quelques mots concernant son enfance. La raison est que habituellement on a entendu très peu de récits à propos de son enfance. Alors tout d'abord concernant le lieu et la date de sa naissance. Alors tout d'abord son lieu de naissance. Le glorieux Dusum Khenpa, d'après les récits ancestraux de la lignée Kamsang, on dit qu'il est né à Che Rata. Tout d'abord, Che, ça signifie Cheo. Donc il peut être Cheo peut être orthographié de différentes façons. Et en fait, de nos jours, Cheo, c'est le district de Kardze. Et aussi Rata également, à différentes orthographes. Rata, Rata. Il y a différentes écritures de ce mot. Cependant, dans la majorité des récits Kagu, on dit Ratak. Ra, satata, ta. De nos jours, les gens du district de Kardze disent que Dusum Khenpa est né dans la ville de Bokcho, ou Bangchok sur la prononciation. Et en particulier, des gens à Bokcho, qui se disent être des descendants de la famille de Dusum Khenpa, et ainsi, de nos jours, les gens disent que Dusum Khenpa est né à Bokcho, dans la région de Cheo. Alors, dans les récits ancestraux, il est mentionné que Dusum Khenpa est né à Rata, mais la plupart des gens de nos jours disent qu'il est né à Bokcho. Alors, pour trancher ces différents points de vue, je pense que le carnet de voyage intitulé Éclat Vajra du moine Shankarwa Jigme Ngai Jamso, qui fut médecin et attendant du 8e Karmapa, Mikyo Dorje, est une excellente référence historique. Le sujet de ce carnet de voyage est en fait comment, à l'époque où la réincarnation du 8e Karmapa Mikyo Dorje, c'est-à-dire Wangchuk Dorje, lorsque donc cette réincarnation était née dans la région basse de Che, près de Kawalangi, à Tarzan, ou Tarzan-Nan, comme on dit de nos jours, le 5e Chamar envoie un groupe d'une dizaine de moines pleinement ordonnés ayant des positions très importantes. Il y a notamment dans ce groupe le moine Shankarwa Gomchen Gunga. Et donc il envoie ce groupe de moines pour présenter des offrandes aux nouveau-nés ainsi que pour offrir leur service, pour servir l'enfant.
Et le texte, ce carnet de voyage, décrit les différents lieux et événements qui se sont produits lors de leur voyage depuis le Tibet central jusqu'à ce qu'ils arrivent à Cheo, au lieu de la réincarnation. Et pendant le voyage, donc, le texte décrit clairement les différents endroits qui ont été visités. La région basse de Che, la région haute de Che, les monastères qu'il y avait à cette époque, et en particulier, euh, il est clairement écrit dans ce carnet qu'ils ont été à Bungchok, qui était le lieu de naissance du quatrième Shamarpa, et ensuite, en dessous, à Rata, le lieu de naissance de Dusum Khenpa. Ainsi, il est possible que par la suite, ces deux lieux de naissance ont été confondus. Aussi, dans le sens de ce récit, de nos jours, près de Ratak, il y a le Ratsak Stupa, qui est un stupa associé à Dusum Khenpa. Il y a notamment des objets qui appartiennent à Dusum Khenpa dans ce stupa, et dans le sanctuaire qui a été construit associé à ce stupa, il y a une empreinte de son pied. Aussi, dans sa jeunesse, lorsque Dusum Khenpa était petit et qu'il apprenait à écrire, il jouait sur le côté sud d'une rivière. Et un jour, il s'est amusé à écrire des lettres sur un rocher, et ces lettres, la lumière de ces lettres se sont projetées sur un rocher qui s'est trouvé de l'autre côté de la rivière, sur le côté nord. Et sur ce rocher également, Dusum Khenpa a laissé une empreinte dans la roche de sa botte avec le pied qu'il avait lorsqu'il était petit. D'une façon générale, le premier et le 9e Karmapa sont nés dans la région de Cheo, ainsi que le 4e Shamar, Shenga Cheda, et d'une façon générale, quelques Karmapa et Shamarpa sont nés là-bas. Non seulement cela, mais jusqu'à l'époque du 10e Karmapa, Chuing Dorje, il y avait beaucoup de lamas et monastères Kagu dans la région de Cheo. Et de plus, le 7e Karmapa avait un disciple, Charmo Goshri, qui a beaucoup influencé dans le développement de la lignée Karma Kagu dans cette région. Quoi qu'il en soit, donc il y a eu probablement cette confusion par la suite. Donc les gens de nos jours, pensant que Dusum Khenpa est né à Bokchok, doivent avoir fait cette confusion entre Shamar et Dusum Khenpa. Et aussi, donc, la raison de cette confusion vient aussi du fait que, donc, suite à ce développement de la lignée Karma Kagu dans la région de Cheo, il y a eu une invasion de l'armée mongole qui a tout détruit en dehors du monastère de Bengen, Rijak et Gonsa. Et par la suite, donc, peu de gens se sont intéressés aux histoires liées à la lignée Karma Kamtsang. Et plusieurs siècles après, les gens ont commencé à avoir des confusions entre les premiers Karmapa, les suivants, ainsi que faire la distinction entre les différents Karmapa et Shamarpa. Et puis aussi, suite à cette invasion mongole, eh bien, la famille, la descendance de Dusum Khenpa, eh bien, ont migré à Bokchok. Et donc, ainsi, donc, il y avait des descendants de Dusum Khenpa à Bokchok, mais ça ne veut pas dire que Dusum Khenpa était né à Bokchok même. Et ainsi, la succession de ces différents événements expliquerait donc cette confusion dans le lieu de naissance. Alors, concernant l'année de naissance de Dusum Khenpa, là, il n'y a pas autant de discussions. Les écrits s'accordent à dire qu'il est né en l'an 1110. Il est né à la même année que Deshe Parmodrupa. Ceci dit, à quel mois et à quelle date il est né? Eh bien, les biographies ne sont pas claires à ce sujet. Cependant, il y a un traité d'astrologie lié à Kalachakra composé par le 8e Karmapa Mikyo Dorje,
Et dans ce traité d'astrologie Kalachakra, il est écrit le glorieux Dusum Khenpa est né le 8e jour du mois Ashvin de l'année du tigre de fer et a quitté ce monde à l'âge de 84 ans, le 3e jour du mois Pushya de l'année du bœuf d'eau. Et sur cette base, on peut dire que la date d'anniversaire de Dusum Khenpa est le 8e jour du 9e mois tibétain de l'année du tigre de fer. Ouais. Juste en aparté, donc une invitation à boire le thé une fois que la prière d'offrande a été faite. Oh bien. Ainsi, la date de naissance de Dusum Khenpa, on ne la trouve que dans ce traité d'astrologie Kalachakra de Mikyo Dorje. Ensuite, concernant les parents de Dusum Khenpa, sa mère s'appelait Laton Zakang Chambingen et son père Gompa Dorje Gon, et à sa naissance, Dusum Khenpa avait le nom de Gepel. Alors, là où il y a un désaccord, donc une différence vient d'un récit de Tenpa Rabje, le maître Vajra du 13e Karmapa du Lul Dorje. Donc Tenpa Rabje dit si vous ne savez pas qui est Tongpen Sherab Gompo, c'est le père de Dusum Khenpa. Donc c'est une exception. En fait, en dehors de Tenpa Rabje, tous les récits par les disciples directs de Dusum Khenpa ainsi que les premières biographies qui font autorité mentionnent que le père de Dusum Khenpa est Gompa Dorje Gon et pas Tongpen Sherab Gompo qui est en fait son grand-père. Alors, le grand-père et le père de Dusum Khenpa, les deux étaient des pratiquants des mantras secrets dans la tradition Nyingma. Si bien que lorsque Dusum Khenpa était enfant, il a reçu la pratique de Paden Lamo Rangjum Gyalmo. Donc, ainsi Dusum Khenpa avait dit. Cependant, sur la liste de la lignée Karma Kamsang de la pratique de Paden Lamo, seul le nom de son grand-père y figure, pas son père. D'après la liste, la lignée de Lamo, elle part de Padmasambhava, puis il y a Pour Rangpa, Shangsun Dharma Rinchen, Kyungpo Tak Gewe Yeshe, Chalachem Gompo et Tongpen Sherab Gompo. C'est-à-dire qu'avant Dusum Khenpa, la lignée de Paden Lamo est passée par 6 générations. Et le dernier, avant Dusum Khenpa, qui est mentionné sur la liste, c'est son grand-père, Tongpen Sherab Gompo. Ensuite, on va dire quelques mots concernant l'enfance de Dusum Khenpa. Alors, il y a très peu de récits sur l'enfance de Dusum Khenpa. Alors, la meilleure référence qui en dit un peu sur l'enfance de Dusum Khenpa et de façon synthétique est, à mon avis, la supplique au Seigneur Dusum Khenpa composée par le 8e Karmapa Mikyo Dorje. Donc, ce texte, habituellement, on l'appelle Samdrukma. Alors, on peut notamment lire dans ce texte, sous forme de poème, à 8 ans, vous avez convoqué un démon Yaksha, à 11 ans, vous avez arrêté une grande bataille, à 15 ans, vous avez libéré un ennemi des enseignements, je m'incline devant vous qui avez dompté les hordes de Mara. À 16 ans, vous avez pris les vœux monastiques et montré l'exemple d'un grand moine, vous avez préservé un temple des enseignements du Bouddha, je m'incline devant vous qui avez protégé la grande roue du Dharma.
Alors, dans le commentaire de cette supplique faite par Kame Khenpo Rinchen Dadje, Kame Khenpo Rinchen Dadje dit que à sa naissance, à la naissance de Dusum Khenpa, il y a eu plein de signes miraculeux, aussi bien que la population locale s'est dit que le fils du maître tantrique Dorje Gompo est un corps d'émanation. Et par conséquent, plein de gens voulaient venir le voir. Cependant, le père de Dusum Khenpa, qui pratiquait Palden Lamo, a eu une prophétie de Palden Lamo même, qui lui a dit, si tu es incapable de cacher ton fils du regard des autres, il y aura des obstacles. Et donc, suite à cela, lorsque le père vit les gens venir, il leur dit, mon fils est mort, il est tombé malade et il est mort. Et il a si bien gardé le secret que la population locale a complètement cru que son fils était mort. Et donc, en fait, les gens étaient persuadés que son fils était mort. Ensuite, dans son enfance, Dusum Khenpa grandit vite. On dit même qu'il était très fort. Il devait être probablement très grand aussi. Dans les récits de Bade Lodro Gyamso, qui était un disciple direct de Dusum Khenpa, donc il est mentionné qu'à l'âge de 6 ans, Dusum Khenpa était parti en voyage pour des raisons commerciales dans les régions du Nord. Ensuite, il a passé un certain temps dans telle région, qui de jour correspond à la province de Guangzhou, et puis qui est revenu à son foyer à l'âge de 7 ans, puis à l'âge de 8 ans, à nouveau, il est parti dans les contrées du Sud pour des raisons commerciales. Et aussi dans les commentaires sous forme de notes de Mikyo Dorje, non, pardon, donc, en résumé, donc, les commentaires dans les commentaires de notes, donc c'est Kame Khenpo Rinchen Dadje qui explique que, en fait, son père utilisait ce prétexte de voyage à longue distance pour cacher son fils, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication comme on a de nos jours. Et donc, il était pratique, en partant très loin, de ainsi se couper de la région natale et ainsi de sorte que les gens dans le coin n'avaient plus de nouvelles de la famille. Ainsi, dans ces deux récits, il est raconté comment, dès un jeune âge, en fait, Dusum Khenpa a voyagé. Ensuite, comme pour revenir au texte de Mikyo Dorje, on a tout d'abord, à 8 ans, vous avez convoqué un démon Yaksha. Donc, que signifie cette citation dans ce texte des suppliques au Seigneur Dusum Khenpa de Mikyo Dorje? Alors là, Kame Khenpo Rinchen Dadje écrit dans son commentaire, donc à propos de ce passage, qu'à l'âge de 8 ans, il y avait un démon local, un yaksha qui nuisait. Et Dusum Khenpa l'a libéré en transformant son corps en un rocher minéral. Et l'auteur dit aussi que ce rocher minéral pouvait être encore vu près du lieu de naissance de Dusum Khenpa. Non seulement cela, on dit aussi que la population avait pris l'habitude, le rite de tourner le rocher contre terre lorsqu'il manquait de la pluie. Et ce rite, l'auteur l'a pris du vieux Lama Pema Mani de Cheo. C'est donc un récit ancestral. Ensuite, il est écrit, à 11 ans, vous avez arrêté une grande bataille.
Alors, les notes de commentaires nous disent simplement qu'il a vaincu une armée affamée de possession. Donc, il semble qu'à l'époque, donc, la région a été envahie par des gens qui recherchaient à s'accaparer des possessions. Ce commentaire n'en dit pas plus. Néanmoins, si on se fie aux commentaires du Kame Kempo, quand Dusum Khenpa avait 11 ans, il y avait une guerre dans sa région natale. Et les gens du coin sont venus voir le père de Dusum Khenpa, le maître tantrique, Gompa Dojigun, pour lui demander de faire quelque chose. Et le père répond: Oh, je suis trop vieux et je n'accomplis pas les activités courroucées. Il me faudrait faire énormément de pratiques préparatoires pour cela. Je ne peux pas faire tout ça. Par conséquent, fils, tu es habile dans les rituels de Mamo et Yama. Fais donc le rituel de victoire dans la bataille de Yama. Donc c'est le nom du rituel. Et Dusum Khenpa suit les instructions de son père et fait ce rituel et repousse ainsi l'armée, mettant fin au conflit dans la vallée. Alors, ceci étant produit, ce qui se passe, c'est que la population locale s'est dit: Oh, le maître tantrique, dont le fils est une corps d'émanation, doit être encore vivant. Il n'a pas dû mourir. Parce que, comme le père avait dit, il ne pouvait pas accomplir de telles pratiques. Et par conséquent, c'est répandu la rumeur que le fils du maître tantrique était très puissant dans les pratiques. Et puis aussi, à la fois donc par la suite, concernant la rencontre avec Lama Bero, à la fois dans la biographie de Gang Lotsawa, qui était un disciple direct de Dusum Khenpa, que dans les écrits de Kumara Bodhi. Donc dans ces deux écrits, il relate de façon commune comment Dusum Khenpa a rencontré Lama Bero Tsana, ainsi que le maître indien Palzin à un jeune âge et a reçu d'eux des instructions spirituelles. Alors ici, qui est ce Lama Bero Tsana ou Lama Bero? Alors en se référant aux annales dites rouges, le grand historien tibétain Dungkar Rinpoche écrit dans la note 595: ce n'est pas le traducteur Vairocana, qui était un contemporain du roi tibétain Trison Detsen, mais un lama de la tradition Kagyu qui a un nom similaire. Je n'ai cependant pas encore trouvé sa biographie. Alors, comme l'historien Dungkar Rinpoche a dit, Lama Bero n'était pas le grand traducteur Bero Tsana de l'époque ancienne où s'étaient développés les enseignements. Cependant, il n'est pas non plus le lama tibétain de la lignée Kagyu dont l'historien fait référence. Il était probablement un maître indien qui avait voyagé au XIe siècle. Son nom est Vairocana Vajra ou Vairocana Rakshita. Alors, les biographies des disciples directs de Dusum Khenpa le mentionnent sous le nom de Lama Bero ou Lama Bero Tsana. Mais au tibétain, il est mieux connu sous le nom de Ngulchu Bero, c'est-à-dire Mercure Bero. Alors son nom, il vient du fait que lorsque ce maître était en Chine, l'empereur lui a donné une tasse de mercure. Alors le mercure, c'est un poison pour l'homme. C'est compliqué de raconter tout, ça risque d'embrouiller de raconter plus dans le détail, mais non, donc, en résumé, l'empereur lui offre une tasse de mercure et Lama Bero boit ce mercure sans que ça nuise à son corps. Et suite à cela, eh bien, il est connu sous le nom de Lama Mercure Bero. Alors, ce maître a un personnage important et la raison est la suivante. Les 5 traités, les 5 divinités Tara, c'est-à-dire l'un des 5 groupes des 5 divinités de Dusum Khenpa, eh bien ces 5 divinités Tara ont été transmis par ce lama Mercure Bero. Donc il est important pour nous d'en savoir un peu à ce sujet.
Et puis aussi, ce lama Béro, en dehors de Dusum Khyentpa, avait de grands disciples, comme Rinpoche Gyaltsa, le fondateur de la lignée Chopu Kagyu, ainsi que Lama Chang, le fondateur de la lignée Tsalpa Kagyu, ainsi que la yogini tibétaine Machik Shama. Et concernant ce maître, en fait, la biographie qui fait référence est celle de Lama Chang. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Lama Mercure Béro, ainsi que comment Dusum Khyentpa a rencontré dans sa jeunesse ce maître, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y a une grotte de retraite où Lama Béro est resté près de Kaja, dans la région de Cheshu. Et à ce sujet, le 5e Dongtok Rinpoche décrit cette grotte dans son autobiographie. Donc, le 5e Dongtok Rinpoche écrit que près de Katak, à Cheshu, il y a une grotte de Lama Béro. Quand le traducteur Longchen Berotsana était dans cette grotte, il a vu de la lumière venant de la plaine de Kaja. Il a suivi, il est sorti de la grotte pour voir d'où venait cette lumière et à l'emplacement de la source lumineuse, il a trouvé une ancienne statue du Bouddha Shakyamuni qui a été faite à l'époque du roi du Dharma Songtsen Gampo. C'était cette statue du Bouddha Shakyamuni qui rayonnait de lumière. Et le traducteur Longchen Berotsana a pris cette statue et pour l'honorer a construit un temple et réalisé les offices d'usage. Et par la suite, il y a eu un grand monastère Kagyu à cet endroit, Karak Dojiden. Puis par la suite, ce monastère s'est mis à décliner et finalement est tombé en ruine. Et vraiment très longtemps après, cette statue trouvée par le traducteur Lotien Berotsana a été offerte avec d'autres statues dans le fameux lieu qui est le Jokang. Donc, parmi les grandes statues qu'il y a donc, dans le Jokang, il y a une statue de Avalokiteshvara à 1000 bras, statue de protecteur, et puis cette statue du Bouddha Shakyamuni, ainsi que 108 grandes satsas, qu'on dit que chacune de ces satsas contiennent une perle du mala de Berokana. Donc ça, c'est le récit présenté par Dongtok Rinpoche. Ceci dit, de nos jours, donc, on dit communément que ces 108 satsas de cette grotte Berokana viennent du traducteur tibétain Berotsana. Cependant, il est difficile de trouver des comptes rendus fiables sur le fait que le traducteur Longchen Berotsana ait voyagé jusqu'à Cheo. En plus de cela, le grand traducteur Berotsana et le maître Ngulshuk Verokana, c'est-à-dire Lama Mercure Véro, ont exactement le même nom. Véro, c'est le diminutif de Verokana. Et par conséquent, les deux ayant le même nom, c'est facile de faire la confusion entre les deux. D'autant plus qu'à la base, au Tibet, lorsqu'on dit Verokana, simplement, les gens pensent d'abord avant tout au traducteur Verokana. Donc, voilà ce sujet. Ensuite, pour continuer, dans la supplique au Seigneur Dusum Khyentpa, la ligne suivante est « À 15 ans, vous avez libéré un ennemi des enseignements ». Alors, dans la biographie de Lodrö Gyamtso, disciple direct de Dusum Khyentpa, donc il est écrit il est décrit comment à 13 ans, Dusum Khyentpa accomplit de la sorcellerie et a vaincu ainsi des ennemis. Et puis, suite à cela, il devint connu dans la région de Cheshu pour ses grands pouvoirs. Les survivants de cette sorcellerie furent terrifiés, ils firent de grandes offrandes aux moines et en particulier à la famille de Dusum Khyentpa et sont devenus leurs sujets.
Dusum Khenpa aussi a accepté cette réconciliation. Le texte n'en dit pas plus. Donc le texte, la biographie écrite par Lodro Gyamso ne dit pas plus que cela. Ensuite, si on se réfère à Karme Kempe, dans ses écrits, il est écrit qu'à 15 ans, il accomplit la pratique de Rangjung Gyelmo dans la grotte Lamo à Treshe, dans la région de Treshe, et la divinité lui apparaît manifestement. Elle libère un ennemi de Dusum Khenpa et de son père. Donc l'expression c'est libérer un ennemi, et suite à cela, elle lui apporte le cœur et les poumons de cet ennemi. Et par la suite, la renommée de Dusum Khenpa, pour avoir parachevé les grands pouvoirs, s'est largement répandue. Alors, ici, on fait référence à la grotte Lamo dans la région de Tché, mais quelle est cette grotte? Eh bien, d'après les écrits du moine Shankara, dans son carnet de notes intitulé Ekla Vajra, il s'est marqué que cette grotte se situe sur une montagne à une vallée de Ratak. Donc pour citer le texte même, sur une montagne située à une vallée de Ratak, Dusum Khenpa a accompli Palden Lamo et vu son visage. Elle disparaît en lumière dans le rocher en face, laissant spontanément une image. Certains disent qu'elle s'est dissoute dans le rocher avec sa mule. Cependant, Dusum Khenpa a retenu la mule par la queue, aussi bien qu'à l'emplacement de la mule sous la divinité, il y a un relief, ainsi qu'une forme d'éléphant, les 6 syllabes et les attributs de corps. Et quand le 7e Karmapa, Chödra Gyamso, visita la région de Tche, il alla dans cette grotte de Lamo, et il a également la vision de Palden Lamo, et par la suite il a écrit une louange qui se trouve dans la collection de ses œuvres. Alors une version qui diffère des autres vient des commentaires sous forme de notes de Mikyo Dorje, et sur ce passage, à 15 ans vous avez libéré un ennemi des enseignements, il est écrit: sa femme a été prise par quelqu'un d'autre, et par conséquent, Dusum Khenpa a fait des pratiques de sorcellerie et a obtenu la victoire. Dans les chants, dans un des chants du 8e Karmapa, il est écrit: Dusum Khenpa, émanation du rugissement du lion, quitta sa femme et avait du ressentiment vers la famille de son père. Et il dit: maintenant je dois partir en renoncement. Puissais-je me souvenir tout le temps des inconvénients de la vie de foyer. Et on dit que, donc d'après ses écrits, Dusum Khenpa a quitté sa femme, son foyer, et suite à ce ressentiment par rapport à la famille de son père, et que Dusum Khenpa a ressenti de l'aversion pour le samsara, et que c'est par la suite, c'est suite à ça qu'il est parti pour se faire ordonner. Aussi, Go-Tsampa a écrit: à 9 ans, Dusum Khenpa a pris une femme. Et au regard donc de ces écrits, on peut penser que Dusum Khenpa, à l'âge de 9 ans, a été fiancé. En fait, c'était une coutume au Tibet. Lorsqu'on disait que les enfants étaient mariés, en fait, c'était des parents qui avaient arrangé un mariage pour leurs enfants. Donc, ils n'étaient pas véritablement mariés, ou plutôt fiancés, mais par la suite, donc, ce mariage devenait officiel lorsque les enfants devenaient adultes. Et là, on peut penser qu'ici, lorsque Go-Tsampa écrit « il a pris une femme à l'âge de 9 ans », ou par rapport au récit de Mikyo Dorje, lorsqu'il dit que Dusum Khenpa a quitté sa femme, je pense qu'on doit comprendre que c'est dans le contexte de cette tradition. Ils étaient plutôt fiancés que véritablement mariés. Et puis aussi, on dit que Dusum Khenpa avait un visage de singe. En fait, il n'était pas très beau de visage. Et ça, on peut le savoir notamment
par le fait que dans le monastère de Tsurpu, il y a une statue de Dusum Khenpa faite par un de ses disciples directs. Et le sculpteur, qui était un disciple direct de Dusum Khenpa, a vraiment fait donc un visage qui ressemble à un singe, pas un beau singe, c'est vraiment un visage qui est pas particulièrement élégant. Et donc, il est probable aussi que du fait de la laideur du visage du Sum Khenpa, eh bien, sa promise l'a quitté. Elle a dû trouver quelqu'un d'autre et puis elle l'a quitté. Et Dusum Khenpa, étant blessé par cela, en fait, a fait des pratiques de mantra courroucé. Et suite à cela, donc cet ennemi qui est la personne qui est partie avec sa fiancée est tombé de cheval et est mort suite à cela. Et donc suite à cet événement, donc Dusum Khenpa était connu pour être capable de pratiquer de la sorcellerie. Ensuite, dans la ligne suivante, il est dit que à 16 ans, vous avez pris les vœux monastiques et que vous avez été un exemplaire en tant que moi, non seulement ça, mais que vous avez préservé un temple des enseignements du Bouddha. Devant vous qui avez gardé la grande roue du Dharma, je m'incline. Donc concernant ce passage, donc, Dusum Khenpa, en ayant eu recours au mantra courroucé dès son jeune âge, donc avait un grand pouvoir, mais il a aussi tué quelqu'un. Et en réalisant les conséquences karmiques de tels actes, et puis aussi en raison de d'autres facteurs familiaux, il a ressenti du dégoût pour sa vie au foyer et a demandé la permission de son père de partir et prendre les vœux monastiques. Ce que son père accepta complètement. Et donc, à l'âge de 16 ans, il se rendit à Karakuncho Jungne, un monastère dans la région de Che, qui à l'époque était un siège de la lignée Kadampa. Et il a reçu les vœux du Khenpo Chogil Lama avec ensuite, dans le carnet de voyage intitulé Ekla Vajra, le moine Shankarwa écrit une brève histoire sur Kajak en vers, mais pour faire simple, je vais vous expliquer cela en prose. Alors, l'empereur tibétain Chirjet Pachen avait rassemblé tous les moines de la région du Tibet en allant du stupa qui se trouvait en Chine jusqu'au mont Lhasa du Cachemire. En bref, donc, il a réuni tous les moines de la région du Tibet dans un monastère nommé Roue du Dharma. Et à cette occasion, le roi lui-même avait coupé des mèches de cheveux laissées par terre sur le chemin de procession de tous les moines. Et par la suite, comme tous les moines avaient piétiné ses cheveux étaient considérés comme sacrés ou consacrés. Ils ont été mis dans le stupa et le roi lui-même a circumambulé autour de ce stupa contenant ses propres cheveux. Et puis aussi, par la suite, près de ce stupa, il y avait un grand monastère avec 3 étages, une toiture turquoise, etc. Alors, ensuite, dans un récit, il est dit que lorsque Dusum Khenpa
va là-bas, il reçoit les vœux de fidèles laïcs auprès du maître Chogi Lama, et que à cette époque, le moine lorsqu'il vient, Shankara, qui vient très haut, il voit que le monastère est en train de décliner. Alors, bien que le moine Shankara n'écrit que quelques vers à ce sujet, je pense que ces vers constituent une source historique importante. Dans le carnet de voyage que je viens de citer, donc on parle du fait qu'il ait pris les vœux de fidèles laïcs, mais cependant, lorsqu'on lit Ganglo, qui est un disciple direct du Sum Khenpa, donc il dit qu'à l'âge de 16 ans, il reçoit les vœux de novice à Kajak auprès de Geshe Chogi Lama, et qu'auprès de Geshe Charawa, il reçoit l'initiation de Chakrasamvara, et qu'il reçoit aussi des enseignements sur Achala et d'autres de la tradition Kadampa. Et le moine Kumara Bodhi, également, dans ses écrits, décrit la même chose. Donc les deux écrits concordent, et aussi le moine Kumara Bodhi précise que non seulement il a reçu les vœux, mais que par la suite il participe aux activités du monastère, et qu'il fonde même une sangha à ce lieu. Et puis aussi, comme la famille de Dusum Khenpa était riche, ils s'étaient enrichis par le commerce, et c'est une famille riche et influente, et Dusum Khenpa a utilisé ainsi ses privilèges pour préserver le monastère où il avait reçu les vœux, et également établir une communauté monastique. Donc, il y a aussi dans ces récits le fait que au moment où le Karmapa se fait raser les cheveux pour prendre l'ordination, il y a la vision pure qui annonce le fait que, qui fait que Dusum Khenpa reçoit la coiffe noire. Et cette vision pure, elle est partagée aussi bien par le maître, le Khenpo qui transmet les vœux, que par le disciple Dusum Khenpa. Donc cette vision pure, elle est décrite dans le Festin des érudits et dans d'autres biographies. Quoi qu'il en soit, Dusum Khenpa passe 2 ans à Kadra, où il sert le Khenpo Chogi Lama, de qui il a reçu les vœux. Et puis, comme on avait évoqué auparavant, dans la tradition Kadampa, Atisha avait, dans la région centrale du Tibet, 3 disciples directs qui étaient Rongpa, Gadje, Go Lotsampa et Yolche Wang. Et Yolche Wang avait pour disciple Geshe Charawa, dont le grand frère Dorje a donné les instructions Kadampa à Dusum Khenpa. Alors, Pao Tsuglakang Chengwa et Kunkien Pema Kalpo disent que Dusum Khenpa a rencontré Yolche Wang, disciple direct de Atisha. Mais les biographies des disciples directs de Dusum Khenpa mentionnent seulement Charawa, le disciple de Yolche Wang, et ne mentionnent pas du tout Yolche Wang. Et aussi, Dusum Khenpa avait l'habitude de parler à ses étudiants des vies passées et futures. Et notamment, il parlait volontiers des vies passées et futures de ses propres maîtres. Ainsi, il en parla concernant son maître Charawa, mais il ne mentionne pas Yolche Wang. Autre chose aussi, Yolche Wang, on dit que il est communément accepté que Yolche Wang, lorsqu'il rencontre Atisha, il avait déjà plus de 50 ans. Et par conséquent,
suivant cela, si Dusum Khenpa avait rencontré effectivement Yolche Wang, eh bien Yolche Wang à cette époque aurait eu aux environs de 90 ans. Donc ça paraît difficile que la rencontre se fasse. Quoi qu'il en soit, Dusum Khenpa a reçu de Geshe Charawa beaucoup d'enseignements qui étaient transmis directement par Yolche Wang. Ainsi, ce sujet est notamment décrit par Tsetang Lechen Kunga Gyaltsen, où il est dit, où Atisha transmet la sadhana de Hayagriwa et des 4 shanas uniquement à Yolche Wang, parce que Atisha lui dit Hayagriwa est une divinité de la compassion et toi, Yolche Wang, tu as une grande compassion. Et c'est pour ça que je ne donne cette transmission qu'à toi. Et donc on raconte que Yolche Wang a reçu ainsi les instructions d'Atisha concernant les 3 divinités de grande compassion et que suite à cela, en fait, ces instructions se sont largement transmises. Et Dusum Khenpa également a reçu le chakra samvara dans la tradition d'Atisha, ainsi que beaucoup de sadhana des mantras secrets de Yolche Wang. Donc pas directement de Yolche Wang, mais par son disciple Charawa et le frère de Charawa, Dorje. Il a aussi reçu les 4 mandalas de Tara, etc. Et ainsi, donc, les 5 groupes des 5 divinités qui incluent Hayagriwa et les 4 shanas viennent en grande part de la transmission par Yolche Wang. Alors, concernant la pratique de Tara, Katok Jigzin Sewon Nobu écrit que ce rituel de Tara, il y est dans la lignée de Padmasambhava, Dampa Gyalgawa, Shakyashri, mais je n'ai entendu une telle pratique particulière que celle transmise par le seigneur Dipankara Sri Jana. Et que donc qu'il avait vu des descendants dans la lignée Shakya, Nartang et Kamsang de ces traditions, mais que parmi tout cela, la tradition, la pratique composée par Kache Wangpo dans la tradition Kamsang vient de la lignée d'Atisha. Alors, lorsque dans ce texte qu'on a cité de Katok Rinzin, il dit que certains disent que ces rituels, etc., en parlant des lignées de Guru Rinpoche, Dampa Gyalgawa, etc., au travers de certains, en fait, il sous-entend le deuxième Shamarpa, Kache Wangpo. On pense cela parce que dans une de ses œuvres, Kache Wangpo, en parlant des niveaux du mandala de Bhagavati, parle en fait donc de ces différentes lignées. Et met en avant comme la particularité de cette lignée de transmission de Tara. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette tradition Karma Kamsang du mandala de Tara, des 4 mandalas de Tara par ces 4 mandalas. Alors il y a 2 raisons. La première est la façon dont le rituel est structuré. Il est vraiment singulier, non commun.
dès l'autovisualisation qui inclut Avalokiteshvara sous la forme rouge, ainsi que la visualisation en face des différents aspects de Tara, où on procède à chacune de ces émanations des offrandes de mandala. Donc, au niveau de la visualisation des prosternations, de mandala, des récitations, il y a des différences singulières, et notamment concernant la répétition de l'hommage, il n'y a pas de nécessité de nombre, comme par exemple dans le rituel de Tara tel qu'on connaît, où on doit réciter 2 fois, puis 3 fois, puis 7 fois la louange, suivant la tradition Nartang. Dans cette tradition de Karma Kamsang, il n'y a pas ces aspects. Donc, elle diffère ainsi dans le rituel par ces différents aspects. Et puis aussi par la lignée, cette lignée, elle est particulière. Donc elle a été transmise à Atisha par Tara même, ensuite elle passe par Yol Chewang, Dusum Khyempa, etc. Et donc c'est le rituel le plus connu par la tradition Nartang, et principalement celle qui se trouve dans ce qu'on appelle les rituels Nartang, la centaine de rituels Nartang, qui a été transmis par Atisha en passant par Gompawa et Kamawa. Attention, lorsqu'on parle de Kamawa, il ne s'agit pas du Karmapa, il s'agit de Geshe Kamawa, à ne pas confondre avec le Karmapa, puisque certains font cette confusion. Et en fait, de nos jours, dans la lignée Karma Kagyu, les gens qui savent à quel point est spécifique cette pratique de Tara, à quel point elle est précieuse, parce que c'est une pratique qui est singulière, spécifique à la lignée Karma Kamsang, sont très peu nombreux. Très peu savent que cette pratique de Tara associée aux 4 mandalas est une pratique particulièrement profonde et spécifique à la lignée Karma Kamsang. Donc de nos jours, très peu savent cela. Alors, que dire de ceux qui font effectivement cette pratique particulière? Et nous, on doit se rendre compte de la valeur de telles pratiques et savoir les préserver. Donc il est important, même si il y a de grandes richesses dans les autres lignées de transmission, il est important, nous, de savoir préserver d'abord ses propres richesses. Bien sûr, il est bien de rechercher tout ce qui est riche dans les autres traditions, mais il est important pour nous de savoir préserver son propre héritage. Et d'une façon générale, que l'on parle de la vie de Dusum Khyempa ou des autres grands maîtres, on doit voir en fait ces récits comme étant des instructions de pratique, des moyens pour nous d'être à leur image, de nous inspirer dans notre propre cheminement. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Parce que si on ne voit pas ces récits des vies passées de nos maîtres comme étant des instructions de pratique, eh bien, ça n'a aucune différence avec la biographie des êtres ordinaires, n'est-ce pas? Donc il est important pour nous donc, de comprendre que ces récits des maîtres passés sont des instructions de pratique, et que ça doit être pour nous des sources d'inspiration pour nous comporter comme eux. Donc voilà pour aujourd'hui.